Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une affaire aussi troublante que tragique. Un drame qui s'est joué aux États-Unis. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être bien installé, car cette histoire ne vous laissera pas indifférent. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager, car vous le savez, chaque détail compte. Vous êtes prêts? Alors, entrons dans le vif du sujet. Allons-y. L'année 2018 bat son plein. L'air est lourd, moite, presque suffocant dans la petite ville tranquille de Yulee, en Floride, où tout semble calme, en apparence. C'est ici que vivait Jolene Cummings, 34 ans, un sourire accroché aux lèvres comme une promesse de soleil et des ciseaux à la main comme une baguette magique. Coiffeuse de talent dans un salon local, elle illuminait les journées de ses clients, à tel point que certains venaient uniquement pour elle. Oui, uniquement pour elle. C'était le genre de femme qui ne laissait personne indifférent, gentille, drôle, un brin sarcastique et terriblement attachante. Mais derrière ce rire franc et ces mèches colorées, Jolene portait une autre casquette, celle de maman. 3 enfants. 3 raisons de se battre chaque jour. L'aînée, une fille née en 2008, a été le premier vrai tournant de sa vie. Car si l'arrivée d'un enfant bouleverse une existence, celle-ci a aussi mis en lumière une relation toxique avec le père, une relation dont elle a fini par s'extraire. Et ça, déjà, c'était un acte de survie. Peu après, elle a quitté la ville. Nouveau départ, nouvelle énergie, direction Jacksonville. Fini la routine des plateaux de serveuse. Jolene a décidé de suivre son vrai rêve, devenir coiffeuse pour de bon. Les cheveux, c'était plus qu'un métier, c'était sa passion, son exutoire, son art. Et elle avait même un rêve un peu fou, ouvrir un jour son propre salon. Et puis, en 2012, il est arrivé. Jason Cummings. Il avait ce regard franc, ce sourire un peu désarmant, et visiblement, il cochait toutes les cases. Coup de foudre immédiat, réciproque. 1 an plus tard, les 2 tourtereaux se sont dit « oui ». Peu après leur mariage, leur premier fils est venu au monde. Puis, en 2015, un second enfant a agrandi la famille. Grâce au soutien de sa mère, qui l'aidait souvent à s'occuper des enfants, Jolene a pu terminer ses études. Elle a ensuite commencé à travailler dans un salon de coiffure situé dans la ville de Yulee. C'était un tout nouvel univers pour elle, mais elle était très enthousiaste. Elle adorait le contact humain, aimait discuter avec les clients et au fil du temps, elle a su se constituer une clientèle fidèle. Professionnellement, tout allait de mieux en mieux. Mais on ne pouvait pas en dire autant de sa vie de couple. Au début, leur mariage semblait parfait, mais après seulement quelques années, des tensions ont commencé à émerger. Les disputes se sont multipliées, jusqu'à ce qu'en 2017, Jolene et Jason prennent la décision de se séparer et de déposer une demande de divorce. Tous deux étaient profondément attachés à leurs enfants. C'est pourquoi, après leur séparation, ils ont opté pour une garde alternée. De son côté, Jolene s'est mise à travailler énormément pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. En plus de son poste dans le salon de coiffure, elle cumulait un autre emploi. Elle ne comptait plus ses heures. C'est pourquoi, lorsqu'arrivait son tour de garde, c'était souvent sa mère, Anne, qui lui venait en aide. Elle habitait à une 30aine de kilomètres de Yulee. Elle adorait ses petits-enfants, et les garder était pour elle un plaisir. Pouvoir ainsi soutenir sa fille ne faisait que renforcer sa motivation à être présente. Nous voici maintenant au 13 mai 2018, une journée qui pour Jolene et sa mère devait être spéciale. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Jolene, mais aussi la fête des mères. Elle comptait bien célébrer les 2 événements en compagnie d'Anne. Selon son programme, elle devait d'abord récupérer ses enfants chez Jason, puis se rendre avec eux chez sa mère pour partager ce moment de fête. Jolene était excitée à l'idée de cette journée. Elle n'arrêtait pas d'en parler au travail. Elle avait prévu avec ses enfants de faire un joli cadeau pour Anne. Elle savait que ce serait un moment unique, chaleureux et inoubliable. Mais ce jour-là, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Jason s'est rendu au lieu de rendez-vous convenu pour remettre les enfants à Jolene. Mais elle ne s'est pas présentée. Il a attendu longtemps. Il a tenté de l'appeler à plusieurs reprises, sans succès. Elle ne répondait pas, et elle ne rappelait pas non plus. Jason a attendu près d'1 heure, puis il a dû se rendre à l'évidence.
elle ne viendrait pas. Jamais auparavant Jolene n'avait fait ça. Jamais elle n'avait manqué un moment où elle pouvait retrouver ses enfants. Elle attendait toujours avec impatience ces journées-là. Ses fils avaient alors 3 et 4 ans, et sa fille 10, encore tout petit. Jolene les aimait plus que tout au monde. Cette absence soudaine l'a donc rendue méconnaissable. Jason, un peu surpris par la situation, a tout de même tenté de rester rationnel. Il savait à quel point Jolene travaillait dur. Peut-être était-elle simplement épuisée après une longue journée de travail. Après tout coiffeur vous le dira. Le samedi est le jour le plus intense de la semaine. Et Jolene avait travaillé jusqu'à 17 heures ce jour-là. Peut-être, tout simplement, avait-elle eu besoin de repos. Alors, sur le moment, Jason ne s'est pas trop inquiété. Il a simplement ramené les enfants chez lui. Il s'est dit que si Jolene voulait les récupérer, elle viendrait les chercher plus tard dans la soirée. Mais le lendemain, lundi, Anne, la mère de Jolene, l'a appelée. Elle voulait savoir si sa fille avait bien récupéré les enfants la veille. Jolene devait venir chez elle pour célébrer leur journée spéciale. Mais elle n'était jamais arrivée. Tout comme Jason, Anne avait d'abord pensé que sa fille avait peut-être eu besoin de dormir, de se remettre d'une grosse semaine. Mais ce silence inhabituel, commençait à l'angoisser. Jolene ne l'avait pas appelée. Pas un message, pas un mot d'excuse. Et pire encore, elle ne répondait à aucun appel. Puis en apprenant que Jason non plus n'avait eu aucun contact avec elle depuis la veille, Anne a su. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Sans perdre une minute, elle a contacté la police et a signalé la disparition de sa fille. Les policiers se sont immédiatement rendus à l'adresse où se trouvait le mobile home que Jolene occupait. Mais sur place, personne. Le véhicule de la jeune femme n'était pas là non plus. Que lui était-il arrivé? Où pouvait-elle être? Comme dans la plupart des affaires de disparition, les enquêteurs ont décidé de commencer par interroger son mari. Même s'ils étaient en pleine procédure de divorce, peut-être qu'il y avait eu des tensions, des conflits. Il fallait éclaircir tout ça. Jason, de son côté, ne s'est pas opposé à la démarche. Il s'est présenté de lui-même au commissariat et a répondu à toutes les questions. Il a même donné son accord pour que la police fouille son téléphone et son véhicule. Rien n'a été trouvé. Absolument rien qui aurait pu indiquer qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de Jolene. Il a expliqué précisément où il s'était trouvé durant le week-end. Et les policiers ont pu vérifier ses propos par la suite. Tout semblait cohérent. Il n'y avait aucune preuve permettant de penser qu'il savait où se trouvait Jolene. Et il semblait réellement inquiet, sincèrement désireux qu'on la retrouve au plus vite. Mais au cours de cet entretien, Jason a partagé une information importante. Il a expliqué que depuis quelque temps, Jolene fréquentait certaines personnes, des individus qui, selon lui, pouvaient avoir une mauvaise influence sur sa vie. Jason estimait que ces personnes n'étaient pas particulièrement intelligentes, et il soupçonnait qu'elles consommaient régulièrement diverses substances. Depuis que Jolene avait commencé à les fréquenter, il lui arrivait parfois de disparaître pendant 2 ou 3 jours. C'est aussi pour cette raison que, dans un premier temps, il avait cru qu'elle referait surface d'elle-même. Les enquêteurs ont également appris que Jolene voyait un autre homme, un certain Jason G. En vérifiant son identité, la police a découvert que cet homme avait déjà eu affaire à la justice, à plusieurs reprises. Il avait parfois tenté d'échapper aux autorités, et au moment de l'enquête, il était d'ailleurs officiellement recherché. Mais ce n'est pas tout. Les policiers ont mis la main sur une information cruciale. Quelques jours à peine avant la disparition de Jolene, ses voisins avaient composé le numéro d'urgence. Ils avaient entendu des bruits violents, des cris provenant de chez elle. Craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, ils avaient préféré prévenir les forces de l'ordre. Et lorsqu'ils avaient pénétré dans le mobile home de Jolene, ils avaient tout de suite vu que quelque chose de grave s'était produit. L'endroit était sans dessus-dessous, des portes de placard avaient été arrachées, des trous étaient visibles dans plusieurs murs. Un vrai chaos. Sa mère, Anne, savait exactement ce qui s'était passé. Jason G. n'avait plus d'endroit où vivre. Il s'était donc rendu chez Jolene pour lui demander s'il pouvait rester chez elle quelque temps. Mais Jolene avait refusé. Leur relation était terminée. Elle ne voulait plus avoir affaire à lui. Et cette réponse, il ne l'avait pas supportée. Il s'était mis dans une colère noire, avait crié, saccagé le logement.
Il avait fallu l'intervention de la police pour qu'il se calme. Les enquêteurs ont eu beaucoup de mal à retrouver Jason G. Lorsqu'ils ont réussi à l'appeler, il a immédiatement raccroché et à partir de ce moment-là, son téléphone a été injoignable, probablement éteint car les appels tombaient directement sur la messagerie. Mais Jason G a sans doute rallumé son téléphone de temps en temps car c'est justement grâce à cela que la police a pu le localiser. Il se cachait chez un de ses proches, dissimulé dans une chambre derrière une pile de cartons. Il a été immédiatement emmené pour un interrogatoire. Et la première chose qui a sauté aux yeux des enquêteurs, ce sont les égratignures visibles sur ses poignets. Jason G a expliqué qu'il s'était blessé en jouant avec un chien. Mais les policiers n'étaient pas convaincus. Quelque chose clochait. Autre détail suspect, il n'avait pas son téléphone sur lui. Il jurait l'avoir perdu 2 jours plus tôt. Pourtant, c'est bien grâce à ce téléphone qu'ils avaient réussi à le retrouver. Et quand ils lui ont demandé ce qu'il faisait durant le week-end de la disparition de Jolene, il n'a pas su répondre. Il disait ne plus s'en souvenir. Tous ces éléments ont suffi à faire de lui le suspect numéro 1. Pourtant, Jason G a nié en bloc. Il a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Jolene. Il ne savait pas où elle était, et s'il le pouvait, il aiderait immédiatement les enquêteurs à la retrouver. Depuis la déclaration de disparition, la police avait lancé une vaste campagne de recherche. Dans toute la ville, des affichettes avec la photo de Jolene avaient été placardées. Une récompense de 4 000 $ avait même été promise à toute personne pouvant fournir une information déterminante. Sur ces affiches, en plus de son portrait, figurait la photo de sa voiture, car personne ne savait encore où elle se trouvait. Elle n'était ni devant le salon de coiffure, ni devant chez elle. Ce qui laissait penser qu'elle avait peut-être pris la route volontairement. Mais 2 jours après le signalement de sa disparition, un homme a appelé la police. Il pensait avoir vu un véhicule identique à celui des affiches garé sur le parking d'un supermarché à Yulee. Quand les policiers se sont rendus sur place, ils ont découvert que c'était bien la voiture de Jolene. Elle était là, stationnée, seule. Mais Jolene, elle, n'était nulle part aux alentours. L'avait-elle laissée là volontairement? Était-elle partie à pied? Ou bien quelqu'un avait-il voulu brouiller les pistes? Les enquêteurs ont dû se pencher sur les enregistrements des caméras de surveillance. Malheureusement, celles installées sur le parking ne couvraient pas l'endroit exact où la voiture de Jolene avait été retrouvée. Mais les policiers ne se sont pas arrêtés là. Ils ont élargi leurs recherches, vérifiant si d'autres caméras, situées sur des bâtiments voisins, auraient pu capturer des images du véhicule ou de ses alentours. Ils n'ont pas trouvé d'angle direct sur la voiture, mais une caméra un peu plus éloignée filmait tous les véhicules entrant sur le parking. Et grâce à cet enregistrement, une avancée capitale a été faite. Les enquêteurs ont découvert qu'un véhicule identique à celui de Jolene était arrivé sur les lieux dans la nuit de samedi à dimanche, précisément quelques minutes après 1h du matin. Mais était-ce vraiment elle au volant? Le même enregistrement a révélé un autre élément troublant. Peu après l'arrivée de la voiture, une silhouette est apparue. Une personne, habillée entièrement en noir, marchait en direction opposée. Difficile d'en dire plus, la caméra était installée assez loin et des buissons bordant le parking gênaient la visibilité. Il était même impossible de déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Mais on pouvait suivre sa direction. Et en recoupant les images d'autres caméras, les enquêteurs ont compris que cette personne se dirigeait vers une station-service toute proche. Ils s'y sont rendus immédiatement. Heureusement, non seulement la boutique était équipée d'une caméra de sécurité, mais en plus, la qualité des images était excellente. Et là, tout est devenu plus clair. La personne qui avait conduit la voiture de Jolene était une femme, vêtue de noir de la tête aux pieds. Sur la vidéo, on la voyait acheter une bouteille d'eau puis demander si elle pouvait appeler un taxi. Elle avait expliqué au vendeur qu'elle revenait d'une fête qui avait bien commencé, jusqu'à ce que son ex-partenaire et des amis y fassent une apparition inattendue. Selon ses dires, cela avait gâché la soirée et elle avait décidé de partir. Mais maintenant, elle devait trouver un moyen de rejoindre sa voiture. Le vendeur se souvenait très bien d'elle. Elle parlait beaucoup, un peu trop peut-être. Et toute la conversation lui avait paru étrange, presque théâtrale. Plus troublant encore, pendant qu'elle attendait le taxi, elle lui avait demandé de rester dehors avec elle. Elle ne voulait pas qu'il rentre à l'intérieur du magasin et la laisse seule, comme si elle avait peur.
Qui était cette femme? À ce moment-là, personne ne le savait encore. Mais la vérité allait bientôt éclater. Déterminés à reconstituer les dernières heures de Jolene, les enquêteurs se sont rendus au salon de coiffure où elle travaillait. Ils ont interrogé la propriétaire ainsi que les autres employés. C'est là qu'ils ont appris qu'en ce samedi 12 mai, Jolene avait travaillé jusqu'à 17 heures, en compagnie d'une autre coiffeuse, Jennifer Siebert. Toutes les deux avaient été en poste jusqu'à la fermeture du salon. Elles étaient même chargées de fermer les lieux ce jour-là. La police a donc souhaité parler à Jennifer. Peut-être avait-elle remarqué quelque chose d'inhabituel. Peut-être que quelqu'un était venu chercher Jolene après son service. Mais, selon la propriétaire du salon, Jennifer n'était pas venue travailler ce jour-là. Un détail étrange. Les enquêteurs ont alors tenté de la joindre par téléphone. Jennifer a décroché, mais elle s'est montrée réticente. Très vite, elle a expliqué qu'elle ne voulait pas être impliquée dans quoi que ce soit de lié à la police. Elle a affirmé qu'elle avait des problèmes avec un ex-partenaire, quelqu'un qu'elle cherchait désespérément à éviter. Il ne savait pas où elle se trouvait, et elle tenait absolument à ce que cela reste ainsi. Selon elle, si son nom apparaissait dans un quelconque rapport de police, cet homme, très doué en informatique, finirait rapidement par la retrouver. Les enquêteurs ont été un peu surpris par cette réaction, mais Jennifer leur a assuré qu'elle n'avait rien de pertinent à leur apporter. Elle ne connaissait pas bien Jolene. Le 12 mai, elle l'avait simplement vue monter dans sa voiture après la fermeture du salon, puis s'en aller. Rien d'anormal selon elle. Fin de l'histoire. Mais la police ne comptait pas en rester là. Le lendemain, les enquêteurs sont retournés au salon, bien décidés à parler à Jennifer en personne, sauf que cette fois, elle n'y travaillait plus. Elle avait appelé la propriétaire pour lui annoncer qu'elle démissionnait. Elle ne comptait pas revenir, même pas pour récupérer son salaire. Elle avait demandé à ce que son dernier chèque lui soit envoyé par courrier. L'attitude de Jennifer a immédiatement paru suspecte aux enquêteurs. Ils ont alors montré aux employés une capture de la vidéo enregistrée à la station-service. La femme vêtue de noir, est-ce que cela pouvait être Jennifer? Tous ses collègues ont confirmé sans hésiter, oui, c'est elle. C'était bien Jennifer Siebert qui avait conduit la voiture de Jolene jusqu'au parking. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tout cela signifiait? Il fallait absolument la retrouver. Et rapidement. Heureusement, la propriétaire du salon possédait les informations administratives de ses employés, y compris leurs adresses. Les policiers ont donc vérifié celle que Jennifer avait fournie. Sauf que cette adresse n'existait pas. Jennifer avait donné de fausses informations. La seule hypothèse qui venait alors à l'esprit des enquêteurs, c'était que Jennifer n'avait peut-être tout simplement pas de domicile fixe et qu'elle vivait dans sa voiture. En suivant cette piste, ils ont fini par la retrouver. Elle dormait dans son véhicule garé sur un parking. Sa voiture lui servait à la fois de moyen de transport et de maison. Jennifer a été immédiatement arrêtée. On lui a reproché d'avoir volé la voiture de Jolene, mais ce n'était là qu'un début. L'objectif principal à ce moment-là était de comprendre ce qui s'était réellement passé. Pourquoi Jennifer conduisait-elle la voiture de Jolene? Et surtout, où était passée Jolene? Une fois installée dans la salle d'interrogatoire, Jennifer a commencé à parler. Et très vite, les enquêteurs ont été sidérés par ce qu'ils ont découvert. Avant même de pouvoir la questionner sur Jolene, ils ont dû, comme le prévoit la procédure, vérifier son identité. Et c'est là que tout a basculé. Cette femme ne s'appelait pas Jennifer Siebert. Son vrai nom était Kimberly Kessler. Et désormais, c'est sous ce nom que nous allons continuer à parler d'elle. Kimberly avait 50 ans. Et pourtant, au cours des 22 dernières années, elle avait vécu sous une multitude de fausses identités. Elle changeait constamment d'apparence. Couleur et coupe de cheveux, poids, style. Elle se fondait dans le décor comme un caméléon. Elle avait aussi exercé toutes sortes de métiers, coiffeuse, serveuse dans des restaurants, conductrice de poids lourds. Depuis 1996, elle avait utilisé 17 noms différents, vécu dans 33 villes, répartis dans 14 États américains, et possédé 5 permis de conduire différents. Et ce n'est pas tout. À chaque fois, elle avait réussi à obtenir un numéro de sécurité sociale, en empruntant l'identité de femmes décédées. Pour cela, elle arpentait les cimetières à la recherche de tombes de femmes ayant à peu près son âge, et s'appropriait leur nom.
La véritable Jennifer Sieber était morte dans un accident de voiture en 1987 et enterrée à Butler, la ville où Kimberly avait un temps résidé. Selon ce qu'elle a déclaré aux enquêteurs, tout avait commencé juste après le lycée. À l'époque, elle sortait avec un garçon qui cambriolait des banques, et prendre un faux nom lui avait semblé judicieux. Tout ce qu'elle avait ensuite accompli dans sa vie d'adulte, obtenir un diplôme, se marier, avoir un enfant, s'était fait sous de fausses identités, et personne n'avait jamais rien soupçonné. Mais lorsque son fils a eu quelques mois, il lui a été retiré et placé en foyer. Kimberly a alors tenté de le récupérer par la force. Elle a échoué, mais depuis ce jour, elle était convaincue que le FBI était à ses trousses. La réalité, pourtant, était bien différente. Le FBI ne s'intéressait pas du tout à elle. Pendant un temps, elle avait été recherchée par la police, mais uniquement parce qu'en 2004, sa propre mère avait signalé sa disparition. Elle n'avait plus aucun contact avec elle et ignorait si sa fille était vivante ou morte. Mais les autorités avaient vite compris que Kimberly était simplement l'une de ces personnes qui souhaitent couper tous les ponts avec leur famille et disparaître volontairement. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont été frappés par l'attitude de Kimberly. Elle semblait ravie de parler d'elle-même, presque fière de son passé. Elle racontait sa vie avec un étonnant enthousiasme, comme si elle était l'héroïne d'un roman. Elle disait même que son histoire était si fascinante qu'elle méritait d'écrire une autobiographie. Mais cet enthousiasme s'est vite estompé dès que les questions ont commencé à porter sur Jolene. À ce moment-là, Kimberly s'est refermée. Elle n'avait plus aucune envie de parler. Et même si elle gardait le silence, les enquêteurs s'attendaient au pire. Car il y avait un autre détail qui ne trompait pas, les blessures visibles sur son corps. Elle avait une large plaie sur le visage, dissimulée sous une couche épaisse de maquillage. D'autres égratignures étaient visibles sur ses bras et sur ses cuisses. Kimberly a expliqué qu'elle s'était simplement blessée en roulant à vélo, après s'être frottée à une branche. Mais personne n'y a cru. Ces blessures n'avaient rien à voir avec une chute de vélo. Elles ressemblaient plutôt à des griffures, comme si quelqu'un avait lutté. En plus, une mèche de cheveux avait été arrachée de son cuir chevelu. Et ça aussi, selon elle, c'était à cause du vélo. Les enquêteurs étaient convaincus qu'elle s'était battue. Ils avaient devant eux une femme qui avait été en confrontation physique avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était très probablement Jolene. Mais Kimberly a continué à se murer dans le silence. Et quand la pression est montée, elle a exigé un avocat. Privés d'aveu, les enquêteurs ont alors décidé de chercher les preuves eux-mêmes. Ils ont examiné le véhicule de Kimberly. À l'intérieur, ils ont trouvé une trousse de ciseaux professionnels, ceux qu'elle utilisait pour coiffer ses clientes. Et sur ces ciseaux, des traces sombres, de petites taches, du sang peut-être. Les échantillons ont été analysés et les résultats sont tombés. C'était bien le sang de Jolene. Ces ciseaux pouvaient très bien être l'arme du crime, mais ce n'est pas tout. Puisque Kimberly vivait dans sa voiture, elle louait également un box de stockage pour y entreposer ses affaires. Impossible pour elle de tout garder dans un seul véhicule. Ce local a été fouillé de fond en comble. Parmi les objets trouvés, une moto, un vélo et une paire de chaussures. Celle que Kimberly portait le 12 mai, jour de la disparition de Jolene. Sur ses chaussures, des taches suspectes, elles aussi. Probablement du sang. Une fois encore, les analyses ont parlé. Il s'agissait du sang de Jolene. À ce stade, plus personne ne doutait de ce qui s'était passé. Jolene était morte, et Kimberly Kessler était directement impliquée dans sa disparition. Mais la question la plus urgente restait sans réponse. Où était le corps? Peut-être que la clé de ce mystère se trouvait dans un dernier objet, retrouvé dans le box de stockage, un simple reçu de caisse, un ticket de magasin, daté du 12 mai, le jour même où Kimberly avait quitté le salon avec Jolene. Ce que les enquêteurs ont découvert sur ce reçu de caisse les a laissés sans voix. Kimberly y avait acheté une paire de gants en caoutchouc long, des sacs poubelles, un gros bidon de détergent contenant de l'ammoniac et un objet qui a littéralement glacé le sang des policiers, un couteau électrique. Tout le monde a immédiatement imaginé à quoi un tel objet pouvait lui servir. Sachant qu'elle avait fait ses achats le samedi soir, juste après son service, et que par la suite elle était retournée au salon de coiffure, les enquêteurs ont décidé de s'y rendre.
Jusqu'ici, le salon n'avait jamais été considéré comme un lieu de crime. Au départ, Jolene avait simplement été déclarée disparue et rien n'indiquait qu'un drame s'y était produit. Mais désormais, les choses étaient différentes. À première vue, l'endroit était impeccablement propre. Rien ne laissait penser qu'un meurtre avait pu être commis là. Tout était bien rangé, nettoyé, organisé. Mais lorsqu'ils ont utilisé du luminol, un produit capable de révéler des traces de sang invisibles à l'œil nu, le salon a littéralement brillé comme un sapin de Noël. Il y avait du sang partout, sur les murs, sur le sol, sur les fauteuils, le lavabo, même sur le manche du balai. C'était une scène rare. Les enquêteurs, pourtant expérimentés, ont avoué n'avoir jamais vu autant de projections en un seul endroit. Il était désormais évident que c'est là, dans ce salon, que Kimberly avait éliminé Jolene. La police a ensuite vérifié les caméras installées aux alentours du salon. Et c'est ainsi qu'ils ont mis la main sur un enregistrement crucial. Une caméra placée à l'arrière du bâtiment, là où se trouvaient les conteneurs à ordures, avait filmé Kimberly transportant plusieurs sacs. Des sacs visiblement lourds, au vu des efforts qu'elle devait fournir pour les soulever. Sur cette même vidéo, on la voyait également jeter un grand bac en plastique à proximité du conteneur. La police a fouillé les environs. Le bac était toujours là, abandonné dans des broussailles. À l'intérieur, ils ont découvert des traces de sang, du sang appartenant à Jolene, ainsi qu'un fragment d'ongle humain. Mais malheureusement, le conteneur à déchets avait déjà été vidé. Impossible de savoir avec certitude ce que Kimberly avait jeté ce soir-là. Et pourtant, tous le savaient déjà. Ce n'était pas une coïncidence. Jolene avait disparu. Le salon était couvert de sang. Et Kimberly avait acheté un couteau électrique le soir même. La conclusion était terrifiante, mais inévitable. Kimberly avait utilisé ce couteau pour se débarrasser du corps de sa collègue. La police a tenté de remonter la trace des ordures collectées à cette période. Pendant plusieurs jours, des équipes entières ont fouillé des décharges, des centres de traitement, à la recherche du corps de Jolene. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne l'ont jamais retrouvé. Même si le corps de Jolene n'a jamais été retrouvé, Kimberly a été formellement accusée de son meurtre. Elle est restée en détention provisoire, dans l'attente de son procès, tandis que les enquêteurs continuaient à rassembler un maximum de preuves contre elle. Et ce qu'ils ont découvert sur son ordinateur personnel a définitivement scellé son sort. Les recherches effectuées par Kimberly sur Internet ont prouvé sans l'ombre d'un doute qu'elle avait prémédité le meurtre de Jolene. Dès la fin du mois d'avril, soit plusieurs semaines avant la disparition de la jeune femme, elle avait commencé à s'intéresser à des tueurs célèbres, aux chiens de détection, mais surtout, elle avait cherché des choses bien plus précises et inquiétantes. Elle avait tapé dans Google des phrases comme « collègue accusé du meurtre d'une personne disparue »,« comment faire disparaître un corps »,« comment dissimuler un meurtre », et tout cela avant même le 12 mai, avant que Jolene ne perde la vie. Après les faits, ses recherches avaient évolué. Elle s'était mise à s'intéresser à des affaires criminelles dans lesquelles aucun corps n'avait jamais été retrouvé. Elle cherchait également toutes les informations disponibles sur la disparition de Jolene. Entre le moment où la disparition a été signalée et son arrestation, elle a tapé 457 fois le nom de Jolene dans la barre de recherche. Elle voulait savoir si quelqu'un la soupçonnait, si elle était mentionnée dans l'enquête, si le piège était en train de se refermer. Mais une question obsédante persistait encore. Pourquoi? Pourquoi Jolene? Qu'avait-elle fait pour mériter une fin aussi atroce? Kimberly n'avait travaillé dans le salon que depuis un mois, à peine le temps de créer des liens. Pourtant, la tension entre elles était palpable dès le départ. Jolene n'avait jamais vraiment apprécié Kimberly. Elle trouvait son comportement envers les clients bizarre, froid, presque hostile. Elle se méfiait aussi de son attitude envers les autres collègues. Selon elle, il émanait d'elle une énergie négative et elle préférait garder ses distances. Mais même à distance, les tensions se sont accumulées, et les disputes aussi. La dernière altercation entre elles a eu lieu la veille de la mort de Jolene. Ce jour-là, excédée, la jeune femme lui aurait dit clairement « Ne me parle plus, je ne t'aime pas, tu n'es pas celle que tu prétends être, et je vais découvrir qui tu es vraiment. » Ce simple avertissement aurait-il scellé son destin? Beaucoup de proches de Jolene pensent que oui.
Elle aurait même commencé à chercher en ligne des informations sur Kimberly, convaincue que cette femme mentait sur son identité. Et ça, Kimberly ne pouvait pas le permettre. Dans le salon, dès que quelqu'un évoquait son passé, Kimberly changeait immédiatement de sujet. Elle refusait systématiquement de parler de sa vie d'avant. Elle voulait rester une énigme, une ombre sans racines, sans histoire, une illusion. Mais Jolene, elle, ne s'en était pas contentée. Elle avait menacé de percer le masque. Et cette menace a peut-être été sa dernière erreur. Peut-être que Kimberly avait eu peur. Peur que Jolene découvre son secret. Peur que, après tant d'années à vivre cachée, elle finisse par être démasquée et livrée à la justice. C'était une hypothèse plausible, un mobile crédible. Mais au fond, elle seule savait la vérité. Seule Kimberly savait pourquoi elle avait ôté la vie à Jolene. Et elle s'est enfermée dans le silence. Les enquêteurs ont pourtant tout tenté. Ils ont même contacté d'anciens collègues, d'anciens proches, toutes les personnes qui, un jour, avaient croisé la route de Kimberly. Et aucun témoignage n'a permis de dresser un portrait favorable. Tous la décrivaient comme instable, agressive, dangereuse, une femme imprévisible, capable de tout. Beaucoup avaient été blessés psychologiquement ou physiquement par elle. Et nombreux étaient ceux qui affirmaient qu'elle souffrait probablement de troubles mentaux, paranoïa, délire, hallucinations. Ce comportement, les surveillants de prison l'ont vécu en pleine face. Dès son arrivée derrière les barreaux, Kimberly a commencé à refuser de s'alimenter. Elle était convaincue qu'on voulait l'empoisonner. À son arrestation, elle pesait près de 100 kilos. En quelques mois, elle est tombée à 35 kilos à peine. C'est seulement lorsque les autorités l'ont informée qu'elle serait alimentée de force, qu'elle a fini par mettre un terme à sa grève de la faim. Mais son comportement étrange n'a pas cessé. Elle faisait tout pour paraître folle. Et rapidement, tout le monde s'est demandé si ce n'était qu'un jeu, une stratégie. Puis elle a franchi une nouvelle limite. Kimberly s'est mise à salir les murs de sa cellule avec ses propres excréments. Pire encore, elle en a jeté sur les surveillants. Personne n'en pouvait plus. Elle faisait tout pour compliquer la vie du personnel pénitentiaire, mais aussi pour se construire l'image d'une femme mentalement instable. Et dans une certaine mesure, ça a marché. À plusieurs reprises, les juges ont considéré qu'elle n'était pas en état psychologique de participer à son procès. Le processus judiciaire a été repoussé encore et encore. Entre ces reports, Kimberly a été placée dans des établissements psychiatriques, puis renvoyée en prison. Et à chaque fois, le même scénario recommençait. Elle se comportait de manière irrationnelle, perturbait tout, et le procès était à nouveau ajourné. Finalement, 3 ans après la mort de Jolene, le procès a commencé en 2021. Mais Kimberly n'avait aucune intention de laisser les choses se dérouler calmement. À chaque fois qu'elle était introduite dans la salle d'audience, elle se mettait à hurler que son avocat commis d'office était en réalité le cousin de Jolene Cummings, et qu'il n'avait donc pas le droit de la représenter. Bien entendu, c'était totalement faux, mais elle ne cessait de crier jusqu'à ce qu'on soit obligé de la faire sortir de la salle. Elle était alors conduite dans une pièce séparée où elle pouvait suivre le procès sur un écran de télévision. Et cette scène s'est répétée tous les jours du procès, jusqu'au dernier jour, celui de l'énoncé du verdict. Ce jour-là, pour la première fois, Kimberly est restée silencieuse dans la salle d'audience. Le jury n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour délibérer, et même si le corps de Jolene n'a jamais été retrouvé, même si la défense a tenté de ternir l'image de la victime en évoquant de supposées dépendances, le verdict a été sans appel. Kimberly Kessler a été reconnue coupable du meurtre de Jolene Cummings. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais comme on pouvait s'y attendre, Kimberly n'en est pas restée là. Depuis sa cellule, elle a rédigé une lettre de 224 pages, dans laquelle elle tentait de justifier pourquoi son procès devait être rejugé. En juillet 2024, elle a officiellement fait appel. Mais sa demande a été rejetée. Kimberly restera en prison jusqu'à la fin de sa vie. Les enquêteurs, eux, ne sont pas certains qu'il s'agisse de son premier meurtre. Son passé instable, sa fuite constante, son absence d'attache, et surtout la manière sans froid et méthodique dont elle s'est débarrassée du corps, laisse penser que Jolene n'était peut-être pas sa première victime. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse,
Mais le plus douloureux, c'est qu'à ce jour, le corps de Jolene n'a jamais été retrouvé. Sa mère, Anne, continue de lancer un appel à Kimberly. Elle lui demande simplement de lui dire ce qu'elle a fait du corps de sa fille. Elle lui rappelle qu'elle aussi est mère, qu'elle devrait comprendre combien il est important de pouvoir enterrer son enfant, de lui dire adieu dignement. Mais Kimberly n'a jamais répondu. Elle garde son secret, et elle semble déterminée à l'emporter avec elle dans la tombe. C'est ainsi que se termine cette histoire. Si cette histoire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Merci d'avoir regardé.